2 février 1933, au Mans, 19 h. Monsieur Lancelin décide de rentrer au domicile familial après avoir été à son club. Alors qu'il arrive, quelle ne fut pas sa surprise de se rendre compte que la demeure est plongée dans la pénombre et que la porte est fermée à clé. Il frappe, personne ne répond, personne ne vient. Étrange, puisque sa femme et sa fille, ainsi que leurs 2 domestiques, sont censés être à la maison. Inquiet, il s'en va alors quérir l'aide de gendarmes dans un commissaire non loin de là. Arrivé là-bas, il explique son cas, son inquiétude, et il se fait accompagner de 2 gardiens de la paix, prénommés Monsieur Vérité et Ragot, rien que ça, et du commissaire central Dupuis. Ils se redirigent donc vers le domicile de Monsieur Lancelin. Ils finissent par réussir à pénétrer dans la demeure, grimpent les escaliers, et au niveau du premier étage, posé sur l'une des marches, quelque chose de rond, comme une bille par exemple. Ils passent à côté sans vraiment faire attention. Et au niveau du palier du 2e étage, c'est l'horreur. Un massacre. 2 corps de femmes sans vie, le visage en bouillie, sont là. Mais le pire, c'est que leurs yeux ont été retirés. Ici Ginger, et bienvenue pour ce nouvel aparté criminel. Revenons donc au moment où les gendarmes découvrent le massacre. 2 corps, lardés de coups de couteau, de coups de marteau, leur visage réduit en une espèce de bouillie monstrueuse, les yeux énucléés pour couronner le tout. Que s'est-il passé dans cette maison? Qui en voulait à ce point à Madame Léonie Lancelin, 54 ans, et à sa fille Geneviève Lancelin, âgée de seulement 27 ans? Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi faire un petit retour de quelques années en arrière. Léonie Ringard épouse René Lancelin, ancien juriste honoraire et administrateur de la Mutuelle du Mans. Ils ont des enfants, dont Geneviève Lancelin, qui est la dernière de la famille. Léonie est donc la maîtresse de maison. Et en toute bonne maîtresse de maison, elle décide un beau jour qu'il faut changer de personnel de maison. Elle fait ses petites recherches, elle fait passer ses petits entretiens d'embauche. Et là, elle tombe sur la perle rare. Christine Papin, qui a une expérience sans pareille, qui est excellente cuisinière et qui n'a que de bons avis de ses anciens employeurs. Ni une ni deux, elle embauche, et Christine Papin a une petite sœur, Léa, qui elle aussi a déjà travaillé en tant que domestique et décide de faire embaucher sa petite sœur donc. Ça me rappelle vaguement un film. Tout le monde est donc content. Madame Lancelin a 2 nouvelles domestiques qui sont formidables et les sœurs Papin sont nourries, logées, blanchies et, pour leur époque, gagnent un excellent salaire. Que demande le peuple, me direz-vous? À ce propos, donc on a retrouvé 2 corps. Ceux de Léonie et de Geneviève Lancelin. Mais on est bien d'accord que il y a les 2 bonnes, les sœurs Papin. Où sont-elles? Est-ce qu'elles aussi, elles ont été massacrées? Eh bien, revenons donc à la fameuse nuit du massacre du 2 février. Après avoir donc inspecté la maison, il ne leur reste qu'une seule pièce à visiter. Celle du 2e étage, où il y a la chambre des sœurs Papin. Ils grimpent leurs petits escaliers et frappent à la porte. Police, ouvrez! Mais aucune réponse. Ils essaient alors d'abaisser la poignée et d'ouvrir, mais c'est bloqué. Bon, plus qu'à appeler un serrurier alors. On fait venir un serrurier
qui ouvre la porte. Et là, en ouvrant cette dernière, il voit les deux sœurs, blotties l'une contre l'autre, sous les draps, dans leur peignoir, toutes déconfites, avec posé à côté d'elles un marteau ensanglanté. Face à cette scène surréaliste, l'un des policiers leur demande: Mais qu'avez-vous fait? On leur a fait ce qu'elles nous auraient fait. On fait habiller les deux jeunes femmes, on les emmène au commissariat et le soir même, l'aînée des deux sœurs est interrogée et elle avouera tout sans difficulté. Voici donc, selon les sœurs Papin, le déroulé de la journée du 2 février. En ce jeudi 2 février, Madame Léonie Lancelin décide qu'elle va rendre visite à ses petits-enfants et emmène avec elle sa fille Geneviève, tandis que leur père, René, va à son club. Ce soir, ils ont prévu de déjeuner en ville avec un proche et il est décidé que chacun d'eux se rejoindrait là-bas sans repasser par le domicile familial. Les deux sœurs, donc, Christine et Léa Papin, sont seules au 6 rue Bruyère. Donc, pendant ce temps-là, eh bien, Christine et Léa vaquent à leurs occupations domestiques. Faire la cuisine, faire le ménage, etc. Jusqu'à ce que Léa commence à vouloir faire le repassage. Elle branche le fer, et là, c'est le drame. L'électricité saute. Plus rien ne fonctionne, alors que ce fichu fer à repasser sort tout juste de chez le réparateur. Les deux pauvres sœurs ne savent plus trop quoi faire, et Christine décide que, eh bien, ça tombe bien, puisque en soi, elles ont fini leur tâche et qu'elles ne peuvent plus repasser, ça leur fera un petit peu de repos, hein? Voilà. Elles aussi, elles ont le droit de s'amuser, de batifoler. Et malheureusement pour elles, le répit sera de courte durée, car contre toute attente, les maîtresses de maison rentrent au domicile, alors qu'il en était décidé autrement. Sont chiants eux aussi à toujours changer de programme, merde alors. Donc, Mesdames Lancelin entrent, et malheureusement, tout est plongé dans le noir. Bien sûr, elle se pose des questions. Léonie décide donc d'aller voir ce qu'il se passe, car trouver sa maison dans le noir, avec le repassage non fait, c'est pas son délire. Elle monte le premier étage et arrive au palier. Christine vient à sa rencontre, en peignoir, avec une bougie posée dans un vase, lui-même reposant sur une assiette. Alors que Christine tente tant bien que mal d'expliquer le pourquoi la maison est plongée dans l'obscurité, Léonie ne veut rien entendre et commence à l'agresser. L'aîné Papin voit rouge, se jette sur Léonie et lui fracasse le crâne à l'aide d'un pot d'étain. Léonie, à terre, sa fille ne peut s'empêcher de vouloir porter secours à sa mère. Alors elle aussi elle accourt. Malheureusement, ça finit pas bien pour elle. Christine, enragée, se rue sur Geneviève, réitère son coup à la tête à l'aide du pot d'étain et hurle à sa sœur. Arrache-lui les yeux! Mais pour encore plus plonger dans l'horreur, les sœurs décident d'achever leur victime. Elles descendent alors à la cuisine, s'arment de couteaux, remontent au premier étage et tailladent Léonie et Geneviève, agonisant sur tout le corps. Comme si elles étaient en train de préparer un lapin ou quelque animal que ce soit pour le dîner. Concernant la découverte des corps et des coupables, vous savez déjà tout. Non content de ça, les journaux de l'époque se délectent de l'affaire. Et pour tous, ce massacre ne peut être l'œuvre que de deux folles enragées. C'est pourquoi 3 experts sont alors mandatés. Le premier, Pierre Schutzenberger. Le deuxième, Victor Truel. Et enfin, le dernier des 3 larrons, Jacques Baruch. Et étrangement, ils sont tous unanimes. Les sœurs sont complètement folles alliées. Non, je déconne. Ils annoncent qu'elles sont toutes les deux saines d'esprit. Et le motif? Eh bien écoutez, ce n'est simplement lié qu'à une crise de colère. Ouais, alors franchement, si tout le monde, sous le coup de la colère, se met à faire sauter les yeux des uns, à écrabouiller les visages des autres, franchement, on n'est pas sortis de l'auberge, les gars. Il sera toutefois noté que Christine et Léa
ont toutes les deux une relation un petit peu particulière. Rien d'incestueux, mais plutôt une relation fraternelle extrêmement fusionnelle. Pour Léa, Christine représente à la fois la figure de l'aînée, mais aussi la figure maternelle. Donc les deux combinés font que Christine est une figure d'autorité. On peut se poser alors une question. Est-ce que Christine aurait entraîné sa sœur dans le massacre qui a eu lieu en ce 2 février 1933? Et les experts de répondre non, les deux sœurs sont autant responsables l'une que l'autre. Mais alors, comment peut-on expliquer un tel déferlement de colère, de froideur et d'absence de remords de la part des deux criminels sans que ce soit de la folie? En général, il y a des traumatismes, quelque chose qui remonte à l'enfance. Eh bien, nous allons essayer de voir si justement l'enfance des deux sœurs ne serait pas liée à cette crise de colère qui aurait eu lieu selon les experts. Clémence Desrets épouse en octobre 1901 à Saint-Marc-d'Outillier, petit village sartois, Gustave Papin, cultivateur de métier et alcoolique. Et 4 mois plus tard, naît leur tout premier enfant, Emilia. Il faut savoir que Clémence est un petit peu frivole, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, les gens du village, voire même Gustave, n'est pas réellement sûr qu'Emilia soit vraiment lui. C'est le 8 mars 1905 que naît la deuxième des filles, Christine Papin. Mais Clémence, elle n'a pas le time. Déjà s'occuper d'un enfant, c'est compliqué, en plus avec un père alcoolique. Du coup, elle refile littéralement le bébé à la sœur de Gustave, Isabelle, qui est une vieille fille. C'est-à-dire qu'elle n'a ni mari et ni enfant. Faut mettre les gens dans des cases. Et Christine vivra les plus belles années de sa vie avec cette Isabelle qui l'éduquera, l'élèvera comme si c'était sa propre fille. Malheureusement pour elle, l'allégresse sera vraiment de courte durée puisqu'en 1910, la petite famille décide de déménager au Mans. Et quelques mois plus tard, le 15 septembre 1911, naît la dernière des sœurs Papin, Léa. Et la même année, Clémence demande le divorce. Pourquoi? C'est qu'elle a découvert que Gustave aimait un petit peu trop Emilia, au point de la violer. Malheureusement, elle ne dénoncera jamais, au grand jamais, Gustave. Elle menacera de le faire afin d'obtenir le divorce, mais elle n'ira jamais au bout de ses menaces. Donc, on se retrouve avec une Clémence célibataire, avec 3 enfants. Et bien, malgré ça, face à l'adversité, elles se serrent les coudes et elles vivent toutes les 4 dans un cocon de bonheur et d'amour. Non, c'est pas vrai, je déconne aussi. Clémence, débordée comme tout, entre les 3 filles et son métier de domestique, décide de placer Emilia et Christine dans un orphelinat de bonnes sœurs qui s'appelle Notre-Dame de Charité du Refuge, dit du Bon Pasteur, ou plus communément appelé Bon Pasteur, maison correctionnelle pour filles. Donc, concernant Léa, par contre, je vous avoue que je n'ai pas réussi à trouver ce qu'il est advenu d'elle à ce moment-là, parce que certaines sources disent qu'elle est restée vivre en fait avec Clémence et qu'elle s'occupait d'elle tout en travaillant en tant que domestique. D'autres sources disent qu'elle a elle aussi refilé le bébé à son frère jusqu'à ce qu'il décède malheureusement et qu'elle reprenne donc la garde de Léa. En tout cas, tout ce que je peux vous dire et qui est bien confirmé, c'est qu'au final, Léa sera elle aussi placée dans un orphelinat appelé Saint-Charles. Entre-temps, alors qu'elle est âgée d'à peu près 15 ans, Emilia décide que l'univers des bonnes sœurs et vouer sa vie à Dieu, c'est ce qu'elle rêve de faire. Donc, elle rentre dans les ordres. Aux plus grandes dames de Clémence, qui, comment dire,
Une de ses autres qualités, c'est d'être quelque peu, comment dirais-je, attirée par l'argent. Du coup, là, malheureusement pour elle, Emilia lui passe sous le nez parce qu'elle commençait tout juste à être en âge d'aller travailler et donc de récupérer le salaire de sa fille. Là, elle ne va pas se faire avoir deux fois la Clémence. Ah non, non, non. Du coup, elle retire et Christine et Léa de l'orphelinat et elle décide de les placer dans des familles afin qu'elles travaillent comme domestiques, gagnent un salaire et leur empreinte, pour ne pas dire voler. Ah Clémence, quelle femme aimante. Ce qu'on peut dire de Christine, du coup, en tant que domestique, c'est qu'elle n'a pas peur de travailler, qu'elle n'a pas peur d'astiquer, qu'elle ne se plaint au grand jamais et qu'elle aime le travail bien fait. Et c'est comme ça qu'elle entrera au service des Lancelins l'année 1926, grâce à l'expérience accumulée chez d'autres familles et aux recommandations de ces derniers. Et donc, elle fera aussi entrer sa sœur au service des Lancelins, comme vous le savez déjà. Donc, si je dois résumer, on est face à un père alcoolique, un père violeur, une mère qui n'aime pas son mari, qui n'a pas l'air de ressentir beaucoup d'amour pour ses trois filles, qui s'en est clairement débarrassée pour les 5 premières années de Christine. Ensuite, quand ils ont déménagé au Mans et qu'elle a divorcé et qu'elle les a envoyés à l'orphelinat. Donc on ne peut pas dire que les sœurs Papin aient été élevées dans un foyer aimant, chaleureux. Bien au contraire. Mais est-ce que cela suffit-il à expliquer le massacre qu'elles ont commis? Je ne pense pas. Donc la dernière piste à creuser se situe rue Bruyère, au domicile des Lancelins, pour en savoir plus au niveau de la relation patron-domestique. Est-ce que cela se passait bien? Est-ce qu'elles étaient bien traitées? Voyons voir ça d'un petit peu plus près. Comme je vous ai dit auparavant, donc elles ont été engagées en 1926. Elles étaient nourries, logées, blanchies. Et pour l'époque, elles gagnaient très bien leur vie. Il y a deux événements qui pourraient potentiellement expliquer le geste qu'a eu les sœurs envers Madame Léonie et Geneviève. Mais avant de vous parler de ces deux événements, il faut que je vous parle du système d'organisation dans la maison Lancelin. Il faut savoir que c'est uniquement Léonie qui donnait les ordres et qui s'occupait de la partie domestique. Donc c'est-à-dire que elle allait donner les ordres et elle ne s'adressait qu'à Christine et Christine uniquement, jamais Léa, au grand jamais. Donc deux moyens pour elle de communiquer les ordres. Premièrement, de vive voix. Deuxièmement, via des billets écrits. Et c'est ensuite Christine qui se chargeait de communiquer les ordres, les tâches reçues à Léa. C'est un système particulier, mais pourquoi pas, après tout, chaque maison a son système d'organisation. Là, en soi, on pourrait y voir un petit peu de mépris, mais pas de quoi non plus en faire un massacre, j'ai envie de vous dire. Donc, en plus d'être plutôt bien payées pour l'époque, plus des pourboires, on va dire qu'elles n'étaient pas à plaindre pour des domestiques. De plus, elles pouvaient, si elles le voulaient, tous les dimanches sortir, c'était leur jour de repos, ce qu'elles ne faisaient pas. Et on apprendra par la suite qu'avec tout l'argent qu'elles avaient et qu'elles ne dépensaient presque pas, elles avaient réussi quand même à économiser beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup pour l'époque. C'est-à-dire que c'était de l'ordre de 26 000 francs. Donc comme je vous disais précédemment, seuls deux événements pourraient éventuellement nous mettre la puce à l'oreille. Le premier, c'est en 1929. En effet, Madame Lancelin décide d'intervenir une bonne fois pour toutes auprès de Clémence, donc la mère des deux sœurs. Car comme je vous expliquais dans le volet précédent, cette chère Clémence est vénale. Elle aime l'argent et elle pique l'argent de ses deux filles.
Madame Léonie trouve cela inadmissible et donc somme à Clémence d'arrêter tout de suite ça et de leur laisser leur salaire complet. Clémence donc est écartée de la vie des deux sœurs et depuis ce jour-là, Christine et Léa, on pourrait dire vouent une admiration à Léonie et devient en quelque sorte la nouvelle figure maternelle pour les sœurs. Bon, en soi, c'est un événement positif, n'est-ce pas? Puisque grâce à Madame Léonie Lancelin, les deux sœurs peuvent jouir de leur salaire entièrement sans qu'une mère indigne et uniquement intéressée par l'argent ne vienne leur voler une partie. Le vrai premier événement négatif survient un jour où les sœurs vaquent à leurs occupations. Le premier événement survient en 1931, quelque temps après que Léonie Lancelin soit intervenue en faveur des sœurs auprès de la mère. Christine se met en tête d'une chose, elle va faire émanciper Léa. Donc, elle se dirige vers la mairie et impressionnée par l'austérité des lieux, la sévérité, cette dernière perd totalement ses moyens et n'arrive pas à exprimer ce qu'elle souhaite au maire. C'est-à-dire qu'elle veut absolument que sa sœur soit émancipée. Elle n'y arrive pas, elle est confuse et elle commence à s'énerver et à proférer des propos totalement sans queue ni tête, comme quoi le personnel de la mairie sont en train de totalement les persécuter, qu'elles sont victimes et que les Lancelins aussi sont des bourreaux pour elles. Enfin, vraiment quelque chose de totalement incongru. Il faut savoir que le maire de l'époque est un ami de Monsieur René Lancelin. Donc, après avoir eu affaire aux deux sœurs, qui ont proféré des propos assez étranges, comme quoi elles étaient séquestrées, qu'elles sont des boucs émissaires pour les Lancelins, il décide d'aller voir son ami de longue date et de le prévenir que ces deux bonnes, elles sont un petit peu zinzin et qu'il les sent pas du tout et que le mieux pour lui, ce serait de s'en débarrasser. Sauf que le problème, c'est que, bon, elles sont folles, admettons, mais il n'y en a pas deux comme elles qui font le ménage aussi parfaitement et qui font des repas aussi délicieux. Donc Léonie décide de les garder, malgré les élucubrations totalement étranges qu'elles ont eues lors de leur visite à la mairie du Mans. Ah, comme dirait un grand philosophe, hein, mieux vaut virer que de se faire énucléer. Au final, cette histoire d'émancipation se finit plutôt bien, puisque, encore une fois, Madame Lancelin aidera Léa à effectivement remplir les documents nécessaires, faire les démarches nécessaires, afin de définitivement pouvoir couper les ponts avec Clémence et de ne plus avoir aucun lien avec cette dernière. Donc, encore une fois, aucun événement pour le moment ne montre que les relations entre les Lancelin et les Papin aient été complètement sombres et toxiques ou maltraitantes. Rien du tout. Peut-être que le deuxième événement, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, illuminera l'affaire sous un nouveau jour. Alors, cet événement se passe quelques années plus tôt, avant le meurtre tragique des deux femmes Lancelin. Alors que Léa était en train de faire ses tâches de domestique, elle fait tomber par mégarde un bout de papier par terre. Mais n'en déplaise à Madame Léonie Lancelin, qui, ni une ni deux, s'approche de Léa, lui pince le bras, la force à se mettre à genoux, à ramasser le bout de papier. Léa fera part de cet événement à sa sœur Christine et aura ces mots. Qu'elle ne recommence pas, ou je me défendrai. Bon, c'est bien beau tout ça, mais là, franchement, hormis quelques événements par-ci par-là où on se rend compte que c'est surtout Christine qui a un comportement un petit peu étrange, il n'y a rien de particulier qui peut expliquer ce meurtre.
Donc, le procès peut-être éclairera certains points sombres de cette affaire. 29 septembre 1933, ça y est, le grand jour est enfin arrivé. La population va pouvoir faire face aux deux monstres, aux deux folles, aux deux bêtes sanguinaires, Christine et Léa Papin. Mais deux camps s'opposent. Le premier réclame justice. Elles ont massacré de pauvres victimes bourgeoises, c'est inadmissible. Le deuxième camp, plus minoritaire, trouve que ce ne sont que de pauvres victimes écrasées par le riche patronat. C'est ce qu'on appelle la lutte des classes. La salle est pleine à craquer, il y a du monde partout. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est de voir rentrer Christine et Léa, les deux monstres sanguinaires. Malheureusement, ce que les gens vont voir, ce ne sont pas deux monstres, mais simplement deux femmes apeurées, livides, toutes fines, un petit peu perdues, qui se demandent ce qu'elles font là. Totalement à l'opposé de l'image que tout le monde s'en faisait et que les journaux décrivaient. Donc ça y est, le procès va pouvoir enfin débuter. Tout d'abord, on présente donc les deux accusés et on détaille le crime, l'état des victimes. Bref, pas très ragoûtant et pas très joyeux tout ça. Le président de la cour, maître Beucher, commence à interroger Christine afin de trouver ce fameux mobile que l'on recherche désespérément. Mais rien n'y fera. Il revient donc sur le déroulement et va mettre en lumière quelque chose. Léa n'est qu'une suiveuse. L'instigatrice de tout ça n'est d'autre que Christine. C'est elle qui commence à se jeter sur Léonie. C'est elle qui donne les ordres. C'est elle qui dit à sa sœur d'arracher les yeux de sa victime. Donc, nous sommes face à deux sœurs, mais avec deux rôles totalement distincts. D'un côté, Christine, qui est pour le coup accusée de meurtre, et Léa, qui n'est finalement qu'une complice. Donc, elles ne font pas face toutes les deux à la même peine. Pour l'une, Christine, elle peut être condamnée à mort. Et Léa, quant à elle, ne peut avoir qu'une simple peine de prison. Et nous restons toujours sur du meurtre sans préméditation. Mais avant de faire parler la médecine et notamment la psychiatrie via les trois experts aliénistes, on fait d'abord venir à la barre d'anciennes codétenues des sœurs Papin. Toutes feront effectivement part de terribles crises qui prennent Christine et qui se met alors à hurler, à baver, comme si elle était possédée. Voici donc ce que le procureur de la République, maître Riégère, demandera à l'une des codétenues. Mademoiselle Christine ne vous a-t-elle pas avoué qu'elle jouait la comédie ? Demande-t-il à propos des crises de cette dernière. La codétenue répondra. Je l'ai entendu le dire à une surveillante. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de cette partie de l'interrogatoire précisément. Parce que, à mon sens, à ce moment-là du procès, le but est de montrer que, en fait, Christine est saine d'esprit et n'est pas folle. Et donc, de retourner le témoignage de la codétenue qui faisait part des crises affreuses de Christine pour complètement montrer qu'en fait, c'était que du jeu, ce n'était que du faux. Sauf qu'il faut savoir que, bien sûr, les expressions ont une signification, mais que chaque région de France a ses propres expressions, a son propre langage, son patois en quelque sorte, son argot, et bien entendu, une expression que l'on connaît tous comme ayant la signification A peut à certains endroits avoir une deuxième signification. À l'époque, au Mans, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui,
Mais il s'avère que faire la comédie, jouer la comédie en fait, n'était pas dans le sens de faire quelque chose de faux, mais avait la signification de faire une scène. Donc, que Christine ait dit à une surveillante qu'elle a joué la comédie, en fait, signifiait juste qu'elle a eu une crise, mais que cette crise était complètement vraie, qu'elle n'était pas jouée de toutes pièces. Là, on a un élément qui pèse contre Christine, et malheureusement, cela ne changera absolument pas la donne, d'autant plus que c'est à ce moment-là qu'on décide de faire venir nos 3 chers médecins aliénistes. Donc, je vous rappelle leur nom. Il y a le docteur Schützenberger, le docteur Truel et le docteur Baruch. Et voici la déclaration du docteur Schützenberger. Pour tenir pour folles les sœurs Papin, il faudrait admettre qu'elles le sont devenues le même jour, à la même heure, à la même seconde. Or, ceci est sans exemple. Bon, pourquoi pas, mais il faut s'avouer quand même que c'est une explication très très light. On ne peut pas se satisfaire de cela. Il faudrait des preuves, quelque chose qui nous montre qu'elles ne sont pas folles. Et bien entendu, la défense ne peut pas se contenter d'une réponse pareille. Et c'est pourquoi Maître Chotan, l'avocat de Christine, intervient et demande aux 3 aliénistes la chose suivante. En quoi une Christine, hurlant qu'elle allait arracher les yeux de tout le monde, ses propres yeux, et hurlant encore à tue-tête qu'elle a besoin d'un homme, de n'importe quel homme, en quoi cela fait d'elle une personne normale? Et c'est après ce tacle de la défense que le docteur Logre, aliéniste pour la défense, entre sur le terrain. À toi de jouer, Logre. Vraiment, ils sont des noms. Mais il y a un petit bémol sur l'aliéniste de la défense. Malheureusement, le docteur Logre n'a pas eu l'autorisation d'aller étudier les sœurs Papin, physiquement, en chair et en os. En fait, tout ce qu'il a pu faire, c'est lire les déclarations, lire les papiers. Ça fait un petit peu léger pour se présenter comme étant aliéniste pour la défense. Défense de Christine et Léa, accusées d'être saines d'esprit. Et donc compliqué à prendre au sérieux. Je vais vous lire ces déclarations. Ce geste des accusés est trop exceptionnel pour être normal. Il y a autre chose. Après avoir tué leurs 2 victimes, elles se sont acharnées sur elles. Il y a là un diagnostic certain d'épilepsie. Et donc, toujours selon notre aliéniste Logre, il faudrait un supplément d'enquête afin de pouvoir examiner les 2 sœurs de façon plus longue, ce qui permettrait de déterminer effectivement si elles sont saines d'esprit ou non. Bon sang, bonsoir. C'est toute la question du procès. Mais le docteur Truel, le 2e aliéniste engagé par l'accusation, rétorquera la chose suivante. Il dira qu'il y a 3 ans, son confrère, le docteur Logre, lors d'un procès, avait protesté contre un confrère qui n'avait examiné l'accusé qu'à travers des documents, et qu'il était donc impossible de pouvoir tirer des conclusions sans réellement examiner physiquement une personne. Aïe aïe aïe, coup dur pour la défense. Maître Chotan suit donc les préconisations de son aliéniste et dépose ses conclusions dans lesquelles il réclame un supplément d'enquête. Devinez quoi? Ça a été rejeté, bien entendu. C'est après la plaidoirie des différentes parties que le jury se retire et qui, 40 minutes plus tard, dans le genre rapide, on fait pas mieux, revient avec une décision. Peine de mort pour Christine, travaux forcés pendant 10 ans et interdiction de séjour au Mans pendant 20 ans pour Léa. Heureusement pour Christine, sa peine sera
commuée par le président de la République de l'époque, Albert Lebrun, le 22 janvier 1934, en travaux forcés à perpétuité. Suite à cela, elle est internée dans l'hôpital public psychiatrique de Saint-Méen le 25 mai 1934, où elle développera et s'enfoncera dans la schizophrénie. Elle y décède le 18 mai 1937, à l'âge de 32 ans, des suites d'une Kakechi, je ne sais pas comment ça se prononce. Concernant sa petite sœur Léa, elle sort de prison en 1943 et va vivre avec sa mère, Clémence, sur Nantes, jusqu'au décès de cette dernière. Léa aura une longue vie, puisqu'elle ne mourra qu'à l'âge de 89 ans en 2001. Nantais et Nantaise, au détour d'une rue, dans un supermarché, dans un café, vous étiez assis à côté de Léa Papin, ou peut-être lui avez-vous souhaité la bonne journée. Après avoir écouté une émission, lu pas mal de documents, pour moi, Christine était bel et bien folle. Parce que je ne suis pas rentrée dans tous les détails, mais on apprend que lorsqu'elle était à l'orphelinat, elle a fait des crises, justement, les mêmes crises qu'elle a eues quand elle était en prison. Donc pour moi, ce n'est pas anodin, ce n'était pas de la comédie, c'était vraiment des crises de folie et qui n'ont pas été soignées, qui ont empiré. Et ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je ne sais pas. On ne le saura jamais. Mais quelque chose a dû se déclencher et elle a dû être prise d'une crise de folie. Et effectivement, pour moi, Léa était bien sous l'emprise de sa sœur. Parce que c'était, même si elles ont une sœur aînée, Emilia, étant donné qu'elle est rentrée dans les ordres, Léa n'avait au final qu'une sœur aînée qui faisait le rôle de la mère, de la sœur aînée. C'était celle qui donnait les ordres. Donc elle avait vraiment cette figure d'autorité totalement assise sur Léa. Donc effectivement, pour moi, Christine était folle. Elle a commis un crime de folie. Et Léa, étant soumise à sa sœur, s'est laissée entraîner. Mais ce n'est que mon interprétation, que ma vérité. Et alors pour vous, crime de colère ou crime de folie? C'était Ginger. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle affaire criminelle.